Nous sommes le jeudi 11 janvier 2024. Ici Danick Julien et votre bulletin d'information de la région de Portneuf, Info, c'est JSR. Cette semaine, on parle avec le maire de Saint-Raymond, Claude Duplain, de sa vision pour sa ville dans l'année 2024 ainsi que du budget. On discute également avec Virginie Papillon de la Licorne de Portneuf concernant les activités de Nez Rouge dans la région. On se dirigera par la suite à Saint-Casimir alors qu'un nouveau club optimiste y a été formé. Charles Laviolette nous a préparé un reportage. Et finalement, 2 incendies mortels ont touché la région de Portneuf dans les derniers jours. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames et messieurs, bonsoir. On commence l'année 2024 en compagnie de M. Claude Duplain, maire de Saint-Raymond. Bonsoir, M. Duplain. Bonsoir, Danick, ça va bien? Ben oui, bonne année 2024 à vous. Toi aussi, on te souhaite la meilleure pour l'année 2024. Et pareillement, de notre côté, M. Duplain, je veux commencer parce que dans les derniers jours, dans les dernières heures, il y a eu quand même finalement de la neige pour cet hiver 2024. Et j'imagine que du côté de Saint-Raymond, qui s'occupe de centre de ski, on était quand même soulagés de voir une petite tempête, là. Enfin, on peut dire, enfin de la neige pour pouvoir ouvrir notre centre de ski qui va ouvrir dimanche. OK. On se le dit, les conditions ne seront pas favorables parce que pour ouvrir le centre de ski à Saint-Raymond, ça prend 50 cm de neige qu'on n'a pas réussi à avoir encore complètement. On a une première bordée, on en attend samedi. Si on a la neige samedi, ça devrait donner un bon coup de main là, pour avoir une belle piste. On rouvre pareil dimanche, mais ça sera là peut-être dans des conditions moyennes. Est-ce que c'est... Je pense que c'est déjà arrivé dans l'histoire de Saint-Raymond de commencer après les fêtes, là, en fait, c'est arrivé trop souvent dans l'histoire de Saint-Raymond, dans les dernières années, de commencer après les fêtes, vraiment trop souvent. C'est pour ça qu'on songe, là, on a dans notre plan sur 10 ans, on pense pouvoir faire, on veut faire du centre de ski un centre 4 saisons. Oui. Ça va, et dans ce programme-là, il y a possiblement de la neige artificielle. C'est ce qu'on est en train de garder. Il y a un ouvrage, Ouranos est en train de faire une étude sur les hivers au Québec, à quoi s'attendre. Donc, on attend après cet ouvrage-là pour pouvoir décider qu'est-ce qu'on va faire. On va s'investir dans la neige artificielle ou non. Donc, si l'achat d'un canon à neige là, serait nécessaire pour ça. C'est ça. Ah, ben et vous savez que c'est le 50e du centre de ski cette année. Donc, j'ai amené une petite affiche, justement. Ça commence le vendredi 19 janvier, où il va y avoir une soirée d'antan. Les gens vont pouvoir là, annoncer la soirée de ski cette journée-là, le vendredi. Puis il va y avoir plusieurs, cette année, avec le 50e, les loisirs ont organisé plusieurs activités, plusieurs semaines. Oui, c'est vrai. Pendant toute une programmation. Là, je pense que sur le site web de la ville de Saint-Raymond, et directement sur la page Facebook du centre de ski. Il y a une très belle programmation. Monsieur Duplain, on reste encore avec la météo, mais là, on parle pas justement qu'on est content qu'on ait eu de la neige. On est plutôt déçu d'avoir eu de la pluie au mois de décembre. Parce qu'encore une fois, Saint-Raymond n'y est pas passé. Il y a eu quelques inondations, là. Si on avait eu cette neige-là, au lieu d'avoir de l'eau, je vous dis qu'on aurait été bien placé pour ouvrir le centre de ski. Oui. On a eu environ 75 mm d'eau. Ce qui a amené une crue
Les glaces ont réussi à descendre, donc on n'a pas eu d'embarque, on s'est sauvé de ça. On n'avait pas vraiment peur parce que la couche de glace était mince. Par contre, la quantité de pluie a monté le niveau de la rivière à près de 950 et on l'a peut-être dépassé le montant exact, on ne sait pas, là, environ 950 mètres cubes seconde. Ouais. Ça, c'est à peu près le maximum. On est proche du maximum de ce que la rivière peut contenir. Si je me fie au village, ce qu'on appelle le village Sainte-Marie, l'autre côté du pont, ouais. Parce que du côté ici du pont, il n'y a pas eu d'inondation, mais de l'autre côté, il y en a eu. C'est le bras du Nord qui est venu sortir encore de son lit pour s'en aller par en arrière et inonder le village Sainte-Marie. Il y en a eu un peu de la Sainte-Anne qui a aussi bifurqué, parce qu'à 950 mètres cubes, c'est vraiment trop haut. Ce qui fait qu'on a barré les routes dans le coin en s'en allant vers le Chute Penat, mais dépasser Chute Penat, a fallu barrer la route aussi, ce qui fait partie de Saint-Raymond, parce que la rivière était trop haute aussi. Et de nos calculs, on a eu pratiquement la même quantité d'eau dans ces coins-là qu'en 2014. Quand le monde se promène puis qu'il voit les pastilles qu'on a installées en ville pour voir la hauteur d'eau en 2014, c'est environ 4 pouces plus bas. Mais là, je parle de l'autre côté de la rivière, parce que de ce côté-ci, en 2014, on a appris, on a bâti les trappes pour empêcher l'eau de sortir par le pluvial. Donc là, vous me dites que la quantité d'eau qu'on a eue en décembre était quand même proche de la grosse inondation de 2014. Ah oui, on a eu peur, parce que je veux dire, vous avez géré sur le bord de la rivière, il restait là environ 12 pouces, puis c'était la catastrophe. Là. Fait que, et c'est vers 3 heures du matin que ça a commencé à baisser, et que là, on a pu voir qu'on n'aurait pas d'inondation, sauf que tout ce qui est du nord de la rivière et le bas de la fromagerie. La fromagerie, vous avez vu la fromagerie, c'est à partir de la croquée aller jusqu'à la fromagerie où ça passait plus, c'était plein d'eau. Et il y a eu des grosses inondations, on a des gens qui ont été affectés pas mal dans le coin, là, ce qu'on appelle l'ancien bac à poids de vin, pour les vieux qui connaissent le coin, dépasser le Chute Penat dans la curve quand la route suit la rivière. Là. Il y a eu des grosses inondations dans ce coin-là aussi. Monsieur Duplain, je veux faire un petit retour sur le budget 2024 de Saint-Raymond qui a été présenté le mois dernier. On n'a pas eu l'occasion de se parler depuis. Une chose que nous pouvions remarquer, c'est le nouveau rôle d'évaluation foncière, alors que les valeurs des immeubles de Saint-Raymond ont grandement augmenté. Je prends exemple du secteur résidentiel qui a une augmentation moyenne de 35,8 %. Pouvez-vous nous parler de l'impact de ces augmentations-là pour Saint-Raymond? Les augmentations ont été environ, là, sur le rôle, d'entre 20 et 60 %. Okay? Donc, on se devait de baisser le taux de taxe pour trouver une régularisation moyenne. Donc, le taux de taxe moyen, si je prends tous les milieux, y compris l'industriel, le taux moyen était de 35,4 % environ. Donc, on a baissé les taxes. Et de là, après ça, on a fait notre budget. Okay? Ce qui nous a permis, le budget, ça a été assez difficile parce que les augmentations, ce que le monde a vu dans l'inflation, on les a vécues dans les villes aussi. Donc, c'est l'inflation qui cause ces augmentations-là? Non, c'est l'augmentation de la valeur des maisons et des commerces, c'est par rapport au marché, par rapport aux ventes. Okay? Donc, la moyenne est prise dans le comté, partout, en fait, dans le comté, dans les villes qui ont été réévaluées. Et là, ça fait monter le taux moyen de la maison. Ça, c'est à tous les 3 ans. Okay? Donc, nous, notre taux vient d'être fixé là, pour les 3 prochaines années. Donc, un taux moyen de 35 %. On a fait notre budget. En conséquence, on a décidé de mettre une hausse de taxe de 2,9 %. Là-dessus, il y a les frais qu'on a, l'aqueduc, égaux, qui sont à part des taxes. Donc, on a pris un montant de nos surplus, on l'a appliqué sur le taux de taxe. Exemple, pour les gens qui ont des faux septiques, le taux avait augmenté énormément. Donc, on a baissé ce taux-là avec les surplus. Et ça donne un taux, si vous calculez le taux de taxe de 2,9 plus les frais, les services, ça donne une augmentation moyenne de 4,8 pour ceux qui sont à la moyenne de 35 %. Ça veut dire que si vous êtes en haut de 35,5 %, si vous êtes 5 % en haut de 35 %, c'est 4,8
plus le 5 %. Si vous êtes en bas, bien, vous avez une baisse de taxe. Ça veut dire que si vous êtes, au lieu de 35, vous êtes à 30 %, vous avez 30 % d'augmentation, bien, vous n'avez pas d'augmentation de taxe à ce moment-là. OK. Et là, vous m'avez parlé du surplus. Si on poursuit dans les prochaines années, ce surplus-là, bon, il n'existe plus. Est-ce que ça veut dire que dans les prochaines années, il va y avoir une autre surprise qui va attendre les gens ou comment ça fonctionne? On a des surplus. À chaque année, on fait des budgets par rapport. On est obligé d'équilibrer nos budgets. Ouais. OK? Le budget cette année va être environ de 21 millions. OK? On est obligé de déséquilibrer, donc les rentrées d'argent et les dépenses. Fait que si pendant l'année, on réussit à faire attention à notre budget, bien, on est capable d'arriver en dessous, OK? Du budget prévu. Donc, c'est de là qu'on a les surplus. C'est parce qu'on a économisé pendant l'année, OK? Et là, on peut avoir des surplus. Cette année, on avait un bon surplus. On l'a utilisé justement pour baisser le taux de taxe. Ah, je comprends. Et une autre chose que vous avez parlé dans la soirée du budget, en fait, dans ce conseil de ville-là, et je trouve ça très intéressant parce que c'est le plan triennal des immobilisations, les investissements que Saint-Raymond va faire. Il y a quelque chose que, depuis que vous êtes entré en poste, vous tenez fermement, c'est le complexe sportif. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu là, de ce projet-là? Ça avance toujours? Ou... Ça avance toujours, ça avance très bien. On a présenté notre croissance, là, justement, va nous permettre d'investir là-dedans. Ouais. Quand je parle de croissance, c'est qu'à Saint-Raymond, on a justement le taux de croissance du décret de la Gazette officielle. Et vous voyez, Saint-Raymond, là, on est à plus 159 de population. Ouais. On est rendu maintenant 11 547. On est la ville dans le comté de Portneuf qui a la plus grosse croissance cette année. Et ça, ce qui est le fun pour Saint-Raymond, c'est que la croissance est toujours constante. C'est environ, je regardais là, dans les 10 dernières années, c'est toujours environ 150 par année. On n'a pas de gros pics à 300, OK? Mais c'est toujours 150, 160 par année. Donc, ce qui fait que notre population a grandi. Et dans les 2 dernières années, à Saint-Raymond, c'est environ 11 000... Cette année, c'est 11 188 permis de construction qui ont été donnés. Quand je dis permis, c'est de toutes sortes. De la maison à la rénovation ou des choses. Pose d'une fosse septique, changement d'une fosse septique. 11 000, c'est de l'ouvrage. C'est 11 000, ça manque pour Saint-Raymond. Mais depuis les 2 dernières années, on a atteint pratiquement le 50 millions de construction et de rénovation par année. Donc, c'est une très, très belle croissance. Dans les 10 dernières années, on va atteindre le 50 millions cette année. Et ça, c'est extrêmement. Ça nous donne une belle croissance. Et de là, justement, quand on parle des exercices de mutation qu'on n'a pas prévus, c'est si la construction est meilleure que ce qu'on avait prévu dans nos revenus, bien, de là, les dépenses sont moindres. On a des surplus parce qu'on a engagé plus d'argent. Ça nous permet justement de travailler sur notre centre sportif sur lequel on tient. Parce que vous savez, là, on s'en a déjà parlé. Notre leitmotiv, c'est des loisirs de proximité dans la ville, de créer une ville où ça va être facile de faire du vélo, du ski de fond. On est en train de travailler cette année. Vous savez qu'on a travaillé là avec ce qu'on appelle la savane. On va avoir quelque chose de très bien là. Je dis aux gens de surveiller. Là. On a mis le stationnement en face du motel à côté du GBMR. Okay? Le stationnement va être là. L'accès à la savane va être de là maintenant. Ça va être très bien organisé. Et pour le parc sportif, ce qui est important, c'est qu'on a présenté un gros projet au gouvernement de près de 8 millions d'investissements. Okay. On veut aller chercher de l'argent au gouvernement. Et parce qu'on veut, là, on a commencé, vous savez qu'on a commencé les terrains de soccer, les 3 terrains sont faits, le skatepark est fait. On veut s'en aller vers un pump track. Il y a les tennis qu'il va falloir refaire là. Il y a le terrain de baseball. Et cette année, ce qu'on fait, c'est on a besoin de faire un pavillon d'accueil. Oui. OK? Et là, on a présenté le projet cette année. On veut s'en aller avec la patinoire couverte. Okay. Okay. On a présenté un projet. Un préau ou vraiment? Comme un préau. OK. Okay. En bois le plus possible. OK? Parce qu'on est un pays de bois, on est une ville de bois, puis on veut refaire ressortir le bois. On a pris des architectes qui nous ont conçu quelque chose de vraiment extraordinaire. On a présenté ça au gouvernement, on attend la réponse, puis on a demandé pour un projet d'environ 8 millions. Et ça, dans le fond, pour ceux et celles qui ne sont pas nécessairement de Saint-Raymond, ça, c'est dans la rue des Pionniers, je pense que c'est ça? Oui, c'est la rue des Pionniers, okay. en face du parc industriel numéro 1. La rue des Pionniers, c'est celle qui prend là, juste à côté du centre de show. C'est bon. Monsieur Duplan, je vois le temps. J'aurai encore quelques questions, mais j'ai pas le choix. J'ai un programme assez chargé, comme à tous les soirs. Je vous remercie d'avoir été des nôtres ce soir.
Le meilleur moyen de poser plus de questions, c'est de se voir encore plus souvent. Oui, on va vous réinviter. Ça, on est toujours disponible. C'est certain. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, M. Duplain. Merci. Au retour de la pause, on parle des incendies qui ont touché Saint-Raymond de Portneuf depuis la semaine dernière. Restez des nôtres. La prochaine impro aura pour thème la nouvelle saison de la Ligue d'impro de Portneuf. T'as 20 secondes, let's go! La Ligue d'improvisation de Portneuf est de retour pour une prochaine saison à partir du 29 janvier prochain. C'est dans une ambiance chaleureuse qu'on va vous accueillir ici au cinéma Alouette à tous les lundis. 4 équipes vont performer pour vous dans une saison de 13 matchs. Avec des joueurs aussi exceptionnels que moi et Jean-François, vous n'allez pas vous ennuyer, je vous le garantis. Pénalité à Kéliane, t'as oublié de dire que les gens peuvent s'inscrire. Puis le 15 puis le 22 janvier, il y a des ateliers. Sérieux, là, c'est quoi cet arbitrage-là? Ben là. Bienvenue dans votre SAQ, Estelle. Je peux vous aider? Oui, je cherche un Italien que j'ai bu l'autre jour avec une étiquette rose. Ça va être juste ici, dans vos déjà bu. Ah, ben oui. C'est pas la SAQ de Simon. Vivez l'expérience d'une SAQ personnalisée seulement avec Inspire. On poursuit dans le bulletin d'information. En fait, comme je l'ai dit là, avant la pause, 2 incendies mortels sont survenus à Saint-Raymond de Portneuf au début du mois de janvier. Le premier de ces 2 incidents est survenu le 3 janvier dans une résidence de la rue Saint-Simon. C'est M. Claude Quentin, un homme âgé de 86 ans, qui a perdu la vie après avoir subi d'importantes blessures alors qu'il alimentait son poêle à bois. Il a été brûlé au 2e et 3e degré. Il s'est précipité par la suite à l'extérieur pour aller dans la neige pour se protéger des flammes. Vous voyez, là, ça, c'est les images du second incendie. On va y arriver dans quelques secondes. Pour en revenir à celle de la rue Saint-Simon, l'octogénaire a été transporté dans un centre hospitalier dans un état critique, mais son décès a été constaté plus tard dans la nuit du 3 au 4 janvier. Donc, 2 jours plus tard, c'est au rang de Notre-Dame qu'une résidence a pris feu. Le résident, âgé de plus de 70 ans, aurait tenté de quitter son domicile, mais en vain, selon ce qu'on pouvait lire dans les médias nationaux. Les pompiers sont arrivés sur place vers 6 h du matin après avoir été contactés par un passant au moment de combattre les flammes. C'est le service incendie qui aurait découvert le corps inanimé de la victime. Alors, on poursuit dans le bulletin d'information avec un reportage de Charles Laviolette. Le club optimiste de Saint-Casimir est à nouveau en action après plusieurs années sans activité. Charles Laviolette s'est entretenu le mois dernier avec Cathy Gilbert à ce sujet. Voici son reportage. En 2023, à Saint-Casimir, des citoyens ont uni leurs efforts pour fonder un club optimiste. La municipalité a déjà eu son club optimiste, mais la fermeture de ce dernier remonte à 2002. Nous avons rencontré Cathy Gilbert, la présidente du nouveau club optimiste, qui nous a parlé de la relance de l'organisme et des activités au programme en 2024. Ici à Saint-Casimir, il y a un groupe qui a voulu se former pour peut-être organiser des loisirs en complément avec la municipalité. Puis finalement, on a décidé de se tourner vers les clubs optimistes. On a décidé d'en fonder un ici. On a commencé par téléphoner au club de Cap-Santé pour avoir des indications. Ils nous ont mis en lien avec des gens plus haut placés d'optimistes francophones canadiens qui nous ont guidés vraiment une étape à la fois dans la fondation du club. Pour fonder un club, il faut être 15 membres. On était 18 au commencement. Puis, on a travaillé tout l'été juste pour jeter les bases administratives, fonder le CA, créer l'organisme registral des entreprises, ouvrir notre compte bancaire, tous les petits documents qu'il faut faire pour partir la machine. On a eu une réponse vraiment positive de la population quand on a démarré le club l'été dernier. Toutes les instances de la municipalité ont embarqué avec nous, nous tiennent par la main. La municipalité, les entreprises, la population, les citoyens, tout le monde est derrière nous. On a 31 membres jusqu'à maintenant. Un club optimiste, c'est là pour faire rayonner la jeunesse, qui est notre avenir. C'est avant tout une équipe dont on puise les forces de chacun pour en faire une ressource très forte dans la collectivité. Plus administrativement parlant, les clubs optimistes sont des organismes à but non lucratif qui fourmillent partout dans la province.
L'optimisme, c'est ce qui fait évoluer une société. C'est choisir d'avancer malgré les embûches. C'est regarder en avant, la tête levée, pour mettre de l'espoir dans la vie des générations qui vont nous suivre. Si on ne leur donne pas d'espoir en la vie, ils ne pourront pas continuer à faire évoluer notre société. Saint-Casimir a longtemps été considéré comme dévitalisé. En rendant notre milieu plus attrayant, on peut vraiment contribuer à emmener des familles à s'établir ici. C'est ça qui va nous sauver. C'est important de s'impliquer en tant que citoyen. Pour l'été puis l'automne dernier, on s'est principalement montré dans des événements pour se faire connaître, prouver notre sérieux. Entre autres, on a donné des bonbons à l'Halloween sous un chapiteau avec des lumières. La population a vraiment été contente de ça. Le 22 décembre, on a donné un déjeuner à l'école pour les presque 120 élèves. On est arrivé avec toute la nourriture fournie. On a eu des commanditaires, le Brunet de Saint-Casimir, des producteurs laitiers du Québec et Columbia Forest Products de Saint-Casimir qui nous ont aidés à offrir ça aux élèves. On a décidé de faire en décembre un concours de décoration de Noël. C'était vraiment pour ajouter de la magie dans les yeux des enfants du village. C'est tellement important pour eux, Noël. On voulait qu'il y ait plus de maisons décorées, plus de lumière, puis ça a fonctionné. Il y a plein de citoyens qui me le disent, il y a plus de lumière cette année d'allumer dans les rues. On est vraiment super heureux parce que c'est une première édition. On a eu 27 participations. Il y avait 3 prix à gagner. Un 50 $ en certificat cadeau au marché Richelieu de Saint-Casimir, une carte cadeau de 50 $ au Brunet, et puis une paire de billets pour un spectacle à la microbrasserie de Grand-Bois. Le 24 février prochain, il y a un tournoi de hockey bottine qui est déjà concrétisé. Les inscriptions sont en cours. Ça va être sur le terrain de loisirs de la municipalité. C'est 2 membres férus d'activités sportives qui organisent ça en lien avec Plaisir d'hiver via la municipalité. Puis ce faisant, on veut prouver qu'ensemble, on est capable d'accomplir de grandes choses. On a une équipe qui est penchée sur la possibilité de faire revivre la course de canards sur la rivière ici. On a encore les canards du premier club optimiste qui s'est dissous en 2002. Tout a disparu de ce club-là, sauf les canards, qui sont restés dans le sous-sol de l'église depuis ce temps-là. Puis on veut faire revivre la course en juillet, probablement. On a aussi une équipe qui veut faire un cinéma extérieur pour les ados, juste pour les ados l'été prochain, parce qu'il manque d'activités pour les ados. Alors on essaie de les viser dans des activités particulières comme ça. Le 1er juin, on fait revivre le marché des petits entrepreneurs du printemps dernier, mais avec une équipe plus grande, plus déterminée à faire de ce projet-là une grande réussite. Le marché des petits entrepreneurs, ça a lieu lors de la grande journée des petits entrepreneurs, toujours le 1er samedi de juin. Et c'est international. C'est vraiment pour les jeunes de 5 à 17 ans qui se montent une petite entreprise et puis qui ont l'occasion à ce moment-là de vendre leurs produits. Les instances municipales ne peuvent pas suffire à faire ce travail-là. C'est pour ça que c'est vraiment important que les gens s'impliquent à travailler pour rendre notre milieu toujours de plus en plus beau et attrayant. On est toujours à la recherche de nouveaux membres. Si des gens veulent s'impliquer, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde a des forces à offrir. Parlons maintenant du budget 2024 de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Dans son discours de présentation du budget, le maire Pierre Dolbec a rappelé que partout au Québec, la période d'inflation cause bien des défis aux municipalités lors de la mise en place de leur budget. Malgré tout, l'augmentation du taux de taxe foncière de Sainte-Catherine n'augmentera que de 2,4 %. On écoute un extrait du discours de Pierre Dolbec. Malgré cela, je suis heureux d'annoncer que le taux de la taxe foncière n'augmentera que de 2,4 % pour une résidence, passant à 83 cents, de 83 cents à 85 cents. Dans ce contexte inflationniste, le budget présenté ce soir en incluant les tarifs
se traduira par une hausse du compte de taxe d'une résidence variant entre 3,96 et 4,33 % selon le secteur habité. Ceci représente une augmentation annuelle de 126,82 $ pour une résidence moyenne dans le secteur desservi par les services d'aqueduc et d'égouts et une somme de 114,92 $ dans les secteurs non desservis par ces services. Avec ce budget et le plan triennal de mobilisation que je vous présenterai également ce soir, notre ville continuera à progresser. Concernant les projets d'investissement dans Sainte-Catherine pour 2024, le total remonte à 14 126 000 $. Revoici Pierre Delbecq. Si on regarde maintenant les principaux projets du plan triennal d'investissement 2024, 2025, 2026. Pour 2024, c'est un investissement de 14,13 millions. Reconstruction du poste de pompage, d'égout Montcalm et conduite de refoulement, 1 800 000. Réfection, voirie sur les routes Montcalm, Désérable et Laurier, 2 199 270. Réfection du vieux chemin, près du lac Sergent, 466 233. Achat d'un camion du roue, 450 000. Achat d'un chargeur sur roue et d'une gratte extensible, 465 000. Réaménagement intérieur du garage municipal, 495 000. Agrandissement du poste d'incendie, 4 860 000. Restons dans les budgets, mais dirigeons-nous à Saint-Marc-des-Carrières. La présentation du budget a été effectuée le 18 décembre dernier et le maire Marion Leclerc annonçait que le budget s'élevait à 5 079 000 et un peu plus dollars, ce qui constitue une augmentation de 9,4 % comparativement à 2023. De plus, les taxes foncières augmentent également de 3,55 % pour les citoyens de Saint-Marc. La tarification des services augmente également, on entend Marion Leclerc. Il y a aussi des augmentations sur la tarification et c'est un montant de 42,64 $, c'est bien ça, monsieur le directeur? 42 $ et 6 sous. 6 sous. Donc, au niveau de tarification, on parle évidemment de l'assainissement des eaux, de l'égout pluvial et de l'eau potable. Alors, tout ça fait en sorte que ça fait une augmentation totale, si on inclut les tarifications, de 4,55 %, si je ne me trompe pas. Les tarifications globales avec, mettons, le taux de taxe, c'est 3,5 % et puis 455 %. Des augmentations au niveau des revenus ont également été observées à Saint-Marc. On entend à nouveau Marion Leclerc. Autres revenus. On passe à 821 502 $, une augmentation de 17,29 % comparativement à 2023. Et le montant qui a, entre guillemets, nous a agréablement surpris, c'est dans les transferts gouvernementaux où on passe à 309 067 $. C'est une augmentation de 58 % comparativement à 2023. Alors, c'est vraiment cet item-là qui a fait en sorte qu'on a pu vraiment, comparativement à ce qu'on avait au départ, là, eu un bon montant de taxation, donc à 3,55 %. Finalement, au niveau du plan triennal d'immobilisation, d'importants investissements sont prévus. Voici pour une dernière fois le maire de Saint-Marc-des-Carrières. En 2024, nous avons un montant total de 3 540 000 $ comme projet investissement. En 2025, des projets allant jusqu'à 6 911 000 et en 2026, 1 570 000 $ pour un total des 3 prochaines années à 12 021 000 $. Alors, le programme triennal d'immobilisation pour l'année 2024, nous avons des projets comme exemple le projet Place publique éphémère. C'est un genre de kiosque qu'on veut construire pour publiciser différentes informations pour la municipalité. Ça monterait à environ 15 000 $. L'arrangement des berges, qu'on attend encore toujours des discussions puis les confirmations du gouvernement à ce niveau-là, c'est évalué à 1 400 000 pour l'enrochement des berges.
On a aussi un gros projet séparation des eaux qui se montre à environ à 6 millions pour les 2 prochaines années. Donc, pour 2024, c'est prévu 1 million de dollars pour l'année 2024 et 5 millions pour 2025. Le club de natation unique de Pont-Rouge tiendra à la fin du mois de janvier 2 compétitions de natation. Il s'agit de l'invitation unique le samedi 27 janvier et de la régionale 3 le dimanche 28 janvier en collaboration avec l'Association de natation Québec Chaudière-Appalaches. L'an passé, pour l'invitation unique, une centaine de nageurs avaient participé. De plus, 9 équipes avaient participé au défi relais. Pour cette année, le club unique aimerait bien voir une cinquantaine de nageurs de plus pour cette compétition, selon ce que nous avait dit Mme Mélanie Lachance l'an passé. En ce qui concerne la Régionale 3, l'an passé, près de 160 nageurs avaient pris part à l'événement. Passons maintenant avec le cerf-volant parce qu'il y a un avis pour les parents qui souhaitent faire le plein d'idées d'activités avec leurs enfants. Le cerf-volant organise mardi le 16 janvier de 9h à 10h30 l'atelier d'information Jeux actifs à petit prix. Ce sera directement dans les locaux du cerf-volant de Pont-Rouge et c'est la kinésiologue Juliane Perrault qui va s'adresser aux parents. La rencontre va permettre aux parents de trouver des idées pour permettre à leurs enfants de jouer et de se développer et ce sans avoir à dépenser une fortune. Lors de la rencontre, il sera question notamment de bien-être, économie, respect de l'environnement et développement des habiletés du tout petit. Le tout va être sous forme de discussion pour que les parents puissent poser leurs questions. Le SOS Accueil de Saint-Raymond sera très bientôt rouvert pour offrir à la population dans le besoin l'ensemble de ses services en alimentaire, vestimentaire et j'en passe. En 2023, le SOS Accueil a enclenché une campagne de financement importante alors que plus de 360 000 $ avaient été amassés pour un nouveau bâtiment. On voit d'ailleurs des images de ce bâtiment-là à l'instant. Il a été bâti par l'entreprise raymondoise Côté et Fils. C'est à la fin du mois de janvier que l'ouverture officielle aura lieu. Pour le moment, des bénévoles, les bénévoles s'installent après des vacances des fêtes bien méritées. Le nouveau bâtiment qui est sur un étage va permettre à ces bénévoles de desservir la population encore plus efficacement. La tournée Contact Emploi Portneuf se poursuivra le 25 janvier prochain. L'initiative, coordonnée par Mme Julie Trudel, est réalisée en collaboration avec la MRC de Portneuf. C'est à Saint-Raymond que la tournée va s'arrêter le 25 janvier à la place Côte-Joyeuse. Une quinzaine d'employeurs seront présents entre 10 et 16 heures. Cette tournée se veut être la succession du Salon Contact Emploi Portneuf qui a eu lieu à Donnacona pendant plus de 20 ans. Le dernier avait lieu en 2019 dans sa forme en présentiel parce que par la suite, le tout se faisait en formule virtuelle. Selon Mme Julie Trudel, cette tournée Contact Emploi devait se renouveler pour être plus adaptée à la fameuse réalité de pénurie de main-d'œuvre que l'on peut observer en 2024. Le dernier arrêt de la tournée sera par la suite le 22 mars à Donnacona. Le Halo Entraide communautaire et la Licorne se sont occupés de l'opération Nez Rouge dans Portneuf cette année. C'était la première fois que l'organisme s'occupait du dossier. Pour en parler, j'ai discuté avec Virginie Papillon un peu plus tôt cette semaine. Voici cette entrevue. Bonjour. Merci de vous prêter à l'exercice de cette entrevue aujourd'hui. On a deux sujets. Je veux qu'on parle de la Licorne, mais en premier lieu, au Halo, pendant le mois de décembre, c'était assez chargé parce qu'on s'occupait de l'opération Nez Rouge pour une première fois. Et Virginie, du côté du Halo de la Licorne, est-ce qu'on qualifie cette première édition de Nez Rouge organisée donc par le Halo de succès? Oui, vraiment, on est très, très contents là, à l'entraide communautaire, en fait, là, des répercussions puis des résultats qu'on a obtenus là, pour notre première édition en tant que maître d'œuvre d'Opération Nez Rouge en Portneuf. Là, on est vraiment très satisfaits de tout ça. Oui. Et puis, on peut comprendre là, du côté de nos téléspectateurs qu'organiser Nez Rouge, c'est quand même beaucoup de travail parce que, bon, on ne sait peut-être pas, mais il y a des gens à la centrale qui sont là pour coordonner le tout. Justement, on se couche aux petites heures du matin. Est-ce que ça a été difficile là, pour votre équipe là, de s'adapter à une horaire comme ça, là, un peu différente là, de d'habitude?
Effectivement, oui, c'était atypique pour nous. Là. Normalement, nous, on est des travailleurs en semaine. Fait qu'on a dû s'adapter, mais on était un bon comité là, organisateur. Là. On était 7, si je ne me trompe pas. Donc, on s'est répartis là, les soirées en centrale. Là. On avait 10 soirs, en fait, d'ouverture là, qui étaient tous les vendredis et samedis soirs du mois de décembre. Donc, on s'est fait des équipes. Là, puis, on a eu aussi des bénévoles qui se sont greffés à l'équipe en centrale. Donc, ça s'est super bien déroulé. Là. Ça a bien été. Ouais. Et parlons-en de ces bénévoles, parce que, évidemment, Nez Rouge, ça ne peut pas fonctionner sans bénévoles, sans personnes qui se promènent sur les routes. Est-ce qu'ils ont été suffisamment nombreux là, pour, justement, couvrir l'ensemble du mois de décembre? Bien oui, on était super satisfaits de la réponse de la population à notre invitation de venir participer comme bénévole à Opération Nez Rouge. Là, on a eu 127 bénévoles différents, en fait, qui sont venus là, durant tout le mois, qui ont offert 208 présences. Fait qu'on en a beaucoup qui sont revenus 1, 2, 3. J'ai même là, notre champion qui est revenu 9 fois sur 10, 9 soirées là, qui a offert de son temps bénévolement pour venir faire des raccompagnements sur la route. Fait qu'on a vraiment eu une belle réponse de la population. On était très contents. Et je sais que dans votre équipe de bénévoles, il y avait des habitués. Là. Mon collègue Charles Laviolette avait discuté avec Cassien Pagé. J'imagine qu'il a fait encore quelques raccompagnements cette année? Oui, bien c'est lui mon grand champion avec 9 soirs de raccompagnement. Là, Cassien, qui est notre porte-parole régional pour Opération Nez Rouge. Fait que oui, il en a fait beaucoup. Là. Il était très impliqué et toujours au rendez-vous. Donc, au niveau des raccompagnements, vous m'avez dit, je sais pas, je pense que vous m'avez pas encore dit là, le nombre de raccompagnements qu'il y a eu là, cette année. Non, c'est ça. Dans Port-Neuf, là, cette année, on a réussi à faire 217 là, transports qui ont été complétés, donc 217 voitures, là, personnes qui ont été ramenées à la maison en toute sécurité, qui ont permis là, de rendre les routes là, de Port-Neuf beaucoup plus sécuritaires. Fait qu'on était vraiment très contents. Puis ces 217 transports complétés ont été effectués par 52 équipes là, tout au courant du mois. Là. Fait que c'était vraiment super. Et quand on regarde là, les raccompagnements, ça peut aller jusqu'aux petites heures du matin, je pense. Il y a des bénévoles qui peuvent justement faire des raccompagnements jusqu'à quoi? 2-3 heures du matin? Est-ce que ça l'a dépassé là, durant le mois de décembre ou on est un peu dans ces eaux-là, le dernier raccompagnement dans une soirée? On a dépassé le 2-3 heures. En fait, les lignes téléphoniques, nous, dans Port-Neuf, ouvrent à 20 heures, puis les lignes terminaient à 3 heures, mais des fois, on avait là, des gens qui nous appelaient à 3 h moins 5 pour demander un accompagnement. Fait que les équipes le faisaient quand même. Là, moi, le plus tard que j'ai eu connaissance qu'on a quitté de la centrale, c'était 5h30 le matin. Oh mon Dieu! Ça peut aller très tard. Ouais, c'était des bénévoles généreux impliqués. Là. Mais les équipes, dans le fond, ils s'impliquent jusqu'à l'heure qu'ils peuvent. L'important, c'est toujours la sécurité routière. Fait que si les gens dans l'équipe sentent qu'ils sont trop fatigués d'être sur la route, ils reviennent en centrale puis on dissout leurs équipes. Mais il y a des courageux et des motivés là, qui ont poursuivi très tard là, durant les 10 soirées. Évidemment, je pense que toute la population de Port-Neuf est contente justement de voir qu'il y a des gens qui ont fait ce travail-là. Pour terminer, pour Nez Rouge, comme j'ai dit en début d'entrevue, c'était la première fois que le Halo s'occupait de l'opération Nez Rouge. Est-ce qu'on pense pouvoir ou vouloir refaire ça en 2024 et dans les années prochaines ou on va regarder ça là, au fur et à mesure? Assurément là, qu'on est intéressé à poursuivre. Là. Bien sûr que là, on vient de terminer Nez Rouge là, il y a quelques jours, il faut qu'on se revoie en équipe, mais on le sent là, dans l'équipe que c'est dans l'air de vouloir continuer. On a vraiment apprécié notre expérience, c'était vraiment agréable. Puis c'était super, on peut même féliciter les gens. Là, on a parcouru 12 669 km dans la région là, pendant ces 10 jours-là là, pour faire des raccompagnements. Wow. C'était vraiment, ça a été une belle édition, on est très fiers, puis on espère là, pouvoir renouveler l'expérience en 2024. Virginie Papillon, vous êtes également la coordonnatrice à la Licorne et en novembre 2022, c'était le début des opérations pour la Licorne. Une maison des jeunes pour les moins jeunes. Bon, pour ceux et celles qui n'habitent pas nécessairement à Donnacona et qui ne connaîtraient pas nécessairement le service de la Licorne, pouvez-vous nous expliquer un peu là, en quoi ça consiste? Oui, bien en fait, la Licorne, on est un milieu d'accueil là, pour tous les gens de la MRC de Port-Neuf. Fait que oui, notre maison est à Donnacona, mais les gens de tout le comté peuvent là, venir participer aux activités. Puis les grands buts, en fait, là, de la Licorne, c'est de briser l'isolement, c'est d'offrir des activités, de venir offrir l'opportunité aux gens aussi de s'impliquer bénévolement, de venir s'impliquer dans la communauté. Fait qu'en offrant, nous, on offre différentes activités, mais les gens peuvent aussi venir donner de leur temps, partager leur savoir, partager leurs connaissances. Fait que c'est vraiment ça aussi, là, la Licorne, là, c'est vraiment un endroit de partage, d'échange pour briser l'isolement, pour faire de nouvelles connaissances, pour rencontrer de nouvelles personnes. Fait qu'en gros, là, en résumé, ce serait ça, ouais.
Et je pense que, bon, du côté de la licorne, le nombre de services est assez élevé. Là. On peut penser justement il y a des jeux de société, je pense, également un café. Pouvez-vous nous expliquer un peu ou nous montrer un peu c'est quoi le portrait des services qu'une personne peut avoir là, à la licorne? Oui, effectivement. Bien, on a lancé notre première programmation officielle à l'automne dernier. Donc, ça a vraiment été là, une superbe expérience. Les gens ont très bien répondu à l'appel. On a offert là, plusieurs activités. On a offert, si je me trompe pas, aux alentours de 340 activités différentes au courant de l'automne. Wow. Ça allait là, des cours de tai chi, au cours de yoga, des spectacles de musique les premiers vendredis du mois, des rumeurs, des spectacles le soir, une chorale. Vraiment, il y en a pour tous les goûts, un club de marche, un club de cartes. Il y a vraiment toujours de quoi trouver là, son compte à la licorne là, pour tous les intérêts. Donc, on a eu cette première édition-là à l'automne. On a eu plus de 200 inscriptions, plus de 125 nouveaux membres là, qui ont commencé à adhérer aux activités. Puis on reproduit l'expérience présentement à l'hiver. On est en période d'inscription actuellement pour les activités d'hiver 2024. Et bon, ces activités-là, ça s'adresse justement là, pour, vous dites, une maison des jeunes pour les moins jeunes. Ça ressemble à quoi là, le niveau de l'âge des personnes qui viennent utiliser vos services à la licorne? Oui, bien, la clientèle ciblée, c'est la clientèle de 50 ans et plus. Donc, mais comme toujours en blague, on carte pas à la porte non plus, là. Fait que, on vise les 50 ans et plus du comté de Portneuf. Donc, tout le monde là, est vraiment les bienvenus à ce niveau-là. Là. Et si on regarde également, là, bon, on a un an de fait et on embarque dans 2024. Vous, en tant que coordonnatrice, est-ce qu'il y a des choses ou est-ce qu'il y a des développements qui ont été faits et qu'on va pouvoir voir ça justement en 2024? C'est quoi les nouveautés qui attendent les gens à la licorne là, pour la prochaine année? Bien, pour la prochaine année, là, présentement, on est, comme je disais, dans la période d'inscription là, pour l'hiver. On a des nouveaux cours là, qui s'en viennent. Là. La session va commencer dans la semaine du 22 janvier. Donc, toutes ces activités-là qui se modifient. Beaucoup d'implications bénévoles aussi qui commencent à venir. Beaucoup de nos cours sont maintenant offerts par des gens de la communauté qui souhaitaient partager leurs connaissances, partager leur savoir. Donc, on souhaite répéter ça, là, cette programmation là, saisonnière, je dirais. On souhaite évidemment développer nos services, là, puis toujours là, aller en croissance là, par rapport aux gens qui sont desservis aussi. On sait que dans Portneuf, il y a des enjeux au niveau du territoire. On est très, très large comme territoire. Fait qu'essayer de développer différentes stratégies pour aller rejoindre les gens des régions qui sont un petit peu plus éloignées, un peu plus isolées, de développer des projets pour aller offrir des services dans ces municipalités-là également, sous le terme de la licorne mobile là, qu'on aimerait appeler. Donc, d'aller offrir, ça serait dans les projets 2024 également, là, qui seraient dans nos nouveautés qu'on aimerait là, grandement développer. Eh bien, Virginie Papillon, qui est la coordonnatrice de la licorne, je vous remercie d'avoir pris le temps de participer à cette entrevue. Je vous souhaite une bonne année 2024. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire à nos téléspectateurs là, en terminant l'entrevue? Bien, merci beaucoup, mais j'inviterais tout le monde, en fait, là, à venir découvrir la licorne. Vous allez voir, là, c'est un milieu vraiment super intéressant, super effervescent, là, avec plein de choses à découvrir. Donc, on vous invite et on vous attend là, à venir nous rencontrer. Pour ceux qui sont intéressés, pouvez-vous rapidement nous rappeler l'adresse de la licorne? Oui, on est au 152 rue Notre-Dame à Donnacona, là, donc sur la rue, là, dans le bas, dans le cœur de Donnacona. Virginie Papillon, je vous remercie d'avoir participé. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. La ville de Saint-Raymond et l'organisme de bassin versant CAPSA vont organiser jeudi 25 janvier une rencontre d'information destinée aux citoyens concernant la protection des sources potables sur le territoire de Saint-Raymond. C'est la CAPSA qui va donner les informations à partir de 19h le 25 janvier. En fait, un plan de protection est en voie d'être élaboré, mais c'est avec un processus de consultation publique que le projet arrivera à terme. Donc, lors de la rencontre d'information, les citoyens pourront directement manifester leur intérêt. Le mois dernier, la CAPSA a réalisé une rencontre similaire à Deschambault-Gondine. Comme un processus de consultation publique sera également, qui commencera en fait dans cette municipalité également. Pour en revenir à la rencontre du 25 janvier à Saint-Raymond, elle aura lieu au Centre multifonctionnel Roland-Dion. Depuis hier, le courrier de Portneuf n'est plus livré aux portes des Portneuvois par le Publisac, comme ce dernier a été aboli. Plus de 150 points de service au travers de Portneuf ont été mis en place pour permettre aux Portneuvois de se procurer leur journal d'information locale qui demeure gratuit.
Vous pouvez découvrir la liste des points de distribution directement sur le site web du Courrier de Portneuf. Par exemple, on peut constater une trentaine de points dans la ville de Saint-Raymond ainsi qu'une vingtaine dans le secteur de Donnacona. Le mois dernier, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec Josiane Fizette, la directrice générale du Courrier de Portneuf, concernant la présence d'inquiétudes ou non concernant ce changement de distribution. Voici ce qu'elle nous avait répondu. Pas vraiment, parce qu'on s'en attendait. Depuis 2 ans, on entendait parler qu'il y aurait des changements dans le type de distribution de Publisac à cause de nouvelles réglementations que les villes appliquaient. Alors, nous, en avril cette année, on a commencé à distribuer du côté de Sainte-Catherine, de la Jacques-Cartier, d'y aller seulement qu'en dépôt. Puis, il faut dire aussi que le Publisac, dans toute la région de Portneuf, était distribué, mettons, 50 porte-à-porte et 50 en dépôt. Okay. Donc, les gens, il fallait qu'ils aillent le chercher près des boîtes postales, où souvent, il y avait des tiges que les journaux étaient, les Publisac étaient accrochés là. Donc, ils allaient se procurer notre journal de cette façon-là aussi. On vous parlait de Deschambault-Grondines il y a quelques minutes. En fait, Charles Laviolette a rencontré Patrick Bouillet, le maire de Deschambault-Grondines, et qui a présenté le projet de développement résidentiel qui naîtra à Grondines dans les prochaines années. Le développement écofamilial comprend 22 unités d'habitation, dont 6 terrains pour des mini-maisons et 16 pour le bigénérationnel. Un centre de la petite enfance de 37 places fait partie du projet. Sa construction débutera au cours de l'année 2024. On écoute le reportage. L'important, c'est de garder nos écoles ouvertes. Ça, c'est important. Nos écoles, pour les garder ouvertes, ça prend des familles. On le sent présentement plus du côté du secteur Grondines, là. Puis on a bien hâte que le développement Guilbeault, on parle de 22 unités d'habitation, avec évidemment, on va favoriser l'accès à la propriété. Là, on a toutes sortes de mesures, là, on va annoncer ça prochainement. Mais ce qu'on veut, c'est aller chercher des familles qui vont venir justement, ils vont venir garnir notre école à Grondines, puis qui vont contribuer, ces familles-là, au développement socio-économique du secteur de Grondines, puis de toute la municipalité. C'est ce qu'on souhaite. Puis en plus, on va plus loin que ça, on va installer un CPA de 37 places là, dans ce développement-là de 22 unités d'habitation. Soit dit en passant, les unités d'habitation, je vous dévoiler le punch un peu, c'est qu'il y a 22 unités, dont 8 qui sont de type mini-maison, pour favoriser l'accès à la propriété, pour ceux, évidemment, qui n'ont pas nécessairement les moyens d'acheter une propriété unifamiliale là, habituelle. Puis les 14 autres maisons, ça va être du zonage bigénérationnel pour l'ensemble. Alors, ça va être un secteur, on appelle ça un secteur éco-familial. C'est un petit peu ça la vibe qu'on veut y donner, avec un maintien d'un environnement très riche. On va essayer de maintenir tout le boisé qu'il y a là au maximum, il va y avoir des petits sentiers, des parcs communs, des espaces communs. Puis, évidemment, le CPE qui va être là. Alors, c'est ça, le développement Guilbeault. Et on fait ça pour justement avoir des enfants à l'école puis garder une vitalité. Dans le cas du développement Guilbeault, puisqu'on en parle, c'est un développement municipal. On va le dire tout de suite. On ne fait pas affaire avec un privé. La première raison, pour le conseil municipal, l'objectif, c'est de favoriser l'accès à la propriété. Nous, on est capable de le faire. On n'a pas de visée économique. On ne veut pas, nous, faire des profits. Là. Puis même là, les terrains vont se vendre, ça va être à perte. On se le dit tout de suite, là, parce qu'il y a des aménagements à faire. Ça va nous coûter quand même assez cher là, à faire ce développement-là, avec les infrastructures là, publiques qu'on va mettre en place. C'est la principale raison. C'est d'être capable de favoriser l'accès à la propriété, donc de contrôler l'offre. Pas compliqué. Puis l'autre raison, en fait, il n'est pas 70, c'était aussi parce qu'on avait une vision du développement dans un secteur qui est celui de Grondines, qu'on ne veut pas dénaturer non plus. On va imposer, façon de parler, certains paramètres au niveau du bâti. On ne veut pas qu'il se fasse n'importe quoi. Ce ne sera pas l'endroit où il va y avoir ce qu'on appelle des monster houses, là, des grosses maisons qu'on voit dans des quartiers cossus, là, un peu partout. Ce n'est pas ça la visée. En même temps, c'est un secteur où il y aura beaucoup de services en commun. Je parlais de sentiers piétonniers, d'espaces de parcs communs, peut-être probablement aussi de jardins communautaires, de parcs, aussi une espèce de petit parc qui va servir à l'ensemble du secteur. Donc, ça va être un peu comme un petit village, dans la municipalité. C'est un petit peu le principe des poupées russes, là.
Alors, si ce n'était pas la municipalité qui le faisait, ce serait très difficile à ce moment-là de le faire selon notre vision. Je le répète, notre vision, c'est un développement éco-familial. C'est ce qu'on souhaite. En plus, il y a un CPE, c'est pas pour rien, c'est pas désincarné. Là. Le CPE est là, 37 places, 5 places poupons, un développement pour les familles d'abord. On va privilégier le bigénérationnel. C'est un petit peu ça qui est notre vision. On a mandaté la firme Option Aménagement, qui est une firme en urbanisme, qui sont très nouvelle tendance avec la façon d'aménager. Et eux, plutôt que de dire on rase tout, puis après ça on réaménage, on va travailler en fonction de ce qu'on a comme boisé, comme topographie, là, puis on va compter avec, là, on va faire avec plutôt que de tout modifier là, pour réaménager par la suite. C'est intéressant. Nous, on va compter avec les milieux humides présents. Il n'y a pas présentement de milieu humide caractérisé dans le lot qui est concerné par le développement Guilbeault. Toutefois, il y en a sur tout le pourtour. Alors, il y a des zones tampons qui ont été prévues entre le lotissement et les milieux humides qui sont à l'extérieur pour justement essayer de protéger les milieux humides qui sont à l'extérieur. Ça, c'est intéressant. Puis, de toute façon, il n'est pas prévu qu'on agrandisse ce développement-là, parce qu'on est à côté, encore une fois, sur la zone agricole. Et il y a en plus tous ces milieux humides qui sont très importants, là, surtout du côté nord-est, en allant vers la route Guilbeault. C'est là que sont les milieux humides. Puis il y en a également de l'autre côté. C'est vraiment blindé côté humide, là. Mais on n'y touche pas. Mais on prévoit quand même une zone tampon sur certains pourtours du lotissement, là. Ça, c'est volontaire. C'est volontaire. C'est nous, dans notre plan, qui l'a prévu avec Option Aménagement. On n'était pas obligé de créer la zone tampon dont on parle, qui va se trouver, dans le fond, dans certaines arrière-cours là, de plusieurs terrains là, qui seront à vendre. Là. Il y a une espèce de petite zone tampon à respecter, là, milieu humide, là, qui va être dans le fond des cours. Avec le maire de Deschambault-Grondines, ça sera diffusé dans l'émission Jean d'ici ultérieurement. On parle maintenant de la deuxième édition de la campagne Trouve ta job organisée par la MRC de Portneuf avec le chargé de projet Marc Voyer. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec lui un peu plus tôt aujourd'hui. Alors, on parle maintenant de la deuxième édition de la campagne Trouve ta job qui est régie par la MRC de Portneuf avec le chargé de projet Marc Voyer. Marc, bonjour. Bonsoir, Danick. Merci d'être des nôtres ce soir, Marc, pour parler de la campagne Trouve ta job. C'est la deuxième édition. Rapidement, est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs c'est quoi exactement cette campagne-là? Bien sûr, dans le fond, la campagne Trouve ta job, c'est une campagne qui était lancée dans le cadre de la stratégie jeunesse de la MRC l'an passé. Donc, c'est la deuxième édition. L'objectif de la campagne, c'est de promouvoir les emplois estivales disponibles sur le territoire de Portneuf pour la clientèle jeunesse, que ce soit le monde du secondaire, du cégep et l'université, principalement le monde du secondaire, bien souvent qu'on va recruter dans le cadre de la campagne. Mais l'objectif principal, c'est vraiment de faire croître, faire connaître les offres d'emploi, les opportunités disponibles sur le territoire pour que le jeune trouve un emploi qui lui convient le plus possible. Donc, on s'adresse vraiment là, aux jeunes qui sont encore dans un contexte d'études. Effectivement. C'est vraiment des emplois qui vont commencer normalement dans le cas du mois de mai, qui vont se terminer à la fin de l'été. Il peut arriver que quelques employeurs vont mettre des offres d'emploi qui vont perdurer dans le temps, mais la période estivale est très importante. C'est le centre de la campagne. C'est ce qu'on veut promouvoir en grande partie. OK, donc c'est vraiment les emplois saisonniers. Je sais que vous avez également là, un secteur en ligne là, où les gens peuvent voir ces emplois-là. Effectivement. Deuxième édition. L'an passé, on est un peu victime de notre succès. On a eu beaucoup d'entreprises qui ont participé. Environ peut-être 25 des entreprises qui engagent des jeunes ont participé à la campagne. C'est excellent comme taux. Ce qui a fait qu'on a eu comme un équivalent de 596 postes disponibles dans le cadre de la campagne. L'outil qui était développé anciennement n'était pas adapté pour autant d'offres. Donc, c'est un PDF que les jeunes se retrouvaient dans un répertoire de 50 pages à consulter sur un cellulaire. C'était beaucoup trop. Donc, une nouvelle plateforme, on a amélioré la situation. Maintenant, les offres sont disponibles en ligne directement. C'est plus facile, plus convivial pour le jeune de les consulter. Et c'est ça notre objectif, puisque le moteur de recherche, la campagne Trouve ta job, trouvetajobs.ca, sa force, c'est que le jeune peut postuler à partir de la campagne sur différents emplois. Donc, tu peux télécharger ton CV et postuler d'un simple clic sur 17 postes différents si tu le souhaites. Là. Et puis, Marc, petite question là, au niveau des emplois dans Portneuf, parce que, bon, on sait, pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que, justement,
être victime de ce succès-là, c'est un peu parce qu'on se rend compte que le phénomène de la pénurie de main-d'œuvre est encore bien présent dans Portneuf? La pénurie de main-d'œuvre, effectivement, c'est encore très présent dans Portneuf. On a encore pour plusieurs années de vivre un peu les effets de la pénurie. Qu'est-ce qu'on a remarqué beaucoup l'an passé, c'est que les jeunes de 16 ans et plus, bien souvent, ont utilisé moins les ressources de ce type-là puisqu'ils ont déjà des emplois. Ouais. Donc, la campagne Trouve ta job cette année est axée davantage vers la clientèle 14-15 ans. L'an passé, on a eu le défi un peu de la changement de réglementation puisqu'à partir du mois de juillet, les jeunes de 12-13 ans ne pouvaient plus travailler dans les entreprises. Donc, ça a comme été un revirement non prévu. Mais globalement, là, cette année, on suit vraiment les 14 ans et plus. On va recruter également beaucoup de jeunes dans les écoles pour la campagne, pour aider nos entreprises. Mais effectivement, le bassin de travailleurs est en diminution. Là. Et là, on a parlé que c'est possible de voir tous ces emplois-là en ligne. Est-ce qu'il y a encore des salons d'emploi dans les écoles, là, comme on a pu... moi, je l'ai vécu là, quand j'étais au secondaire, ça existe encore? Oui, exactement. Les salons de l'emploi dans les écoles secondaires sont de retour pour cette année encore. L'année passée, on avait 2 salons. Cette année, 3 salons de l'emploi qui sont organisés. Le mardi, le 12 mars, Saint-Raymond. Le 13 mars, Saint-Marc-des-Carrières. Et le 15 mars, de Nakona. Donc, 3 salons. Les employeurs vont être également invités à être présents pour rencontrer les jeunes, faire la promotion automatiquement. Et nouveauté également cette année, il va y avoir des incitatifs dans les salons pour encourager les jeunes à aller voir les entreprises. Puisque pour certains cas, les entreprises ne vont pas nécessairement faire du recrutement, mais juste se faire connaître pour que lorsque les gens vont tomber vraiment sur le marché du travail pour des emplois temps plein, ils vont connaître l'entreprise. Marc, vous vous occupez également d'autres dossiers au sein de la MRC de Portneuf. L'un d'entre eux, on s'en était déjà parlé en 2023. C'est le fonds des jeunes leaders de la MRC de Portneuf. Est-ce que ça existe encore? Ça poursuit à ce niveau-là? Oui, ça continue encore le fonds des jeunes leaders. Donc, le fonds a été lancé en mai dernier. On est à la 2e édition. Il y a au maximum 10 programmes, 10 projets qui peuvent être tenus par année. L'année passée, on a eu 3 projets qui ont été retenus. Cette année, on espère avoir les 10 projets. Il y a un projet bientôt qui va se réaliser dans l'Ouest, à Saint-Casimir, avec une fête de l'hiver ou un tournoi de hockey-bottine qui s'organise présentement, qui va être financé par le Fonds des jeunes leaders. Il y a également d'autres projets de festivals estivales qui se travaillent présentement avec un financement pour le Fonds. Et on invite les jeunes de 15 à 35 ans sur le territoire qui ont des projets, qui ont une idée. Puis ils veulent peut-être tester un projet, pas nécessairement des entreprises, c'est vraiment des projets ponctuels, comme causer un tournoi de hockey-bottine, une clinique de sang, ça peut être un organisateur d'une conférence pour les jeunes, quoi que ce soit. Tous les projets sont accessibles. On est très large dans les critères. Mais bref, qu'est-ce qu'il faut? C'est juste un jeune leader qui dit, moi j'ai une idée pour mon milieu, puis je veux la réaliser, puis j'ai besoin d'aide financière. Donc la MRC est là justement pour, j'ai envie de dire, diversifier encore l'offre d'activités qu'il va avoir sur son territoire et qui est fait par des jeunes. Effectivement, c'est ça notre objectif principal. On a des beaux projets, parce que je ne veux pas dévoiler les projets qui s'en viennent, mais c'est des belles initiatives, puis c'est quand même original qu'est-ce que les jeunes peuvent sortir comme projet qui peut être mis en place. Eh bien, Marc, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire à nos téléspectateurs là, sur les sujets dont on a parlé aujourd'hui en terminant? Ça fait un bon retour. Je n'hésite pas si vous avez des questions, si vous avez des projets pour la jeunesse sur le territoire. La MRC est disponible pour répondre aux besoins. On demande aussi, on invite les gens à contacter sa municipalité également pour des projets aussi qu'ils peuvent avoir chez eux. Mais on est très collaborateurs et on veut travailler avec la communauté, avec le milieu pour l'épanouissement de nos jeunes. Marc Voyer, chargé de projet à la MRC de Portneuf, merci beaucoup. Merci à toi. La Ligue d'improvisation Portneuf Alouette reprendra ses activités le 29 janvier prochain au cinéma Alouette de Saint-Raymond. Il est encore temps de joindre le rang des joueurs. En effet, des ateliers d'improvisation seront tenus les 15 et 22 janvier prochains à CJSR. Ceux-ci sont gratuits, s'adressent à tous. Ils vont avoir lieu à 19h. Il y a plus de détails sur la page Improvisation Portneuf Alouette sur la plateforme Facebook. On arrive à la fin du bulletin. Voici donc les prévisions météo pour la fin de semaine dans Portneuf.
Alors, c'est donc ce qui complète le bulletin régional Info CJSR. En terminant, bon, petite nouvelle policière. En fait, cette arrestation a eu lieu dans Portneuf entre les 20 et 31 décembre. Ça, c'est en raison avec les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue. C'est les policiers du centre de la MRC de Pont-Rouge qui ont procédé à ces arrestations dans le coin de Neuville, Saint-Raymond, Pont-Rouge et j'en passe. Donc, c'est la fin de votre bulletin d'information. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci à Tony, Philippe, Luc pour leur aide à la technique, Charles pour son reportage. Mon nom est Danick Julien. On se laisse avec des images du comté de Portneuf.